Bonjour et bienvenue à notre bibliothèque vivante virtuelle, Conserver les mémoires de la diversité. Je m'appelle Jennifer Ricard, je suis bibliothécaire à la Grande Bibliothèque et je serai votre animatrice aujourd'hui. J'ai le grand plaisir d'accueillir, excusez, je ne veux pas faire de faute dans vos noms. Voyons, j'ai le grand plaisir d'accueillir nos livres humains, Fabien Galipeau et Laure Nuit, qui vont nous parler des secrets des centres d'archives où ce qu'ils travaillent. Donc, on parle des archives lesbiennes du Québec et les archives gays du Québec. Ces deux organismes, dont les collections sont des compléments essentiels aux archives conservées par BANQ, permettent de plonger dans la riche histoire de la communauté LGBTQ. Donc, la façon que ça va se passer, c'est vous allez pouvoir poser des questions dans les questions-réponses, pas dans la conversation, mais bien la question-réponse, et je vais les lire à nos participants qui pourront répondre. J'ai aussi plusieurs questions pour eux, et j'ai très hâte d'entendre ce qu'ils ont à dire. Donc, je vais les laisser se présenter en plus de détails. Fabien, veux-tu commencer? Oui, bonjour. Donc, moi, je m'appelle Fabien Galipeau, je suis un homme trans, archiviste certifié. J'ai terminé ma maîtrise l'été passé en bibliothéconomie et sciences de l'information. Je me suis spécialisée en archivistique. Puis, j'ai fait ça à l'Université de Montréal. J'ai aussi un baccalauréat en littérature de langue française de l'Université de Montréal. Puis, j'ai commencé à m'impliquer aux archives gays justement à partir de l'été passé durant mon stage, mais là, ils m'ont pris, dans le fond, ils ont eu une subvention, puis ils ont pu me garder comme pendant 6 mois. Avec la COVID, situation spéciale, ça l'a prolongé mon contrat, donc qui est censé se terminer bientôt. Donc, pour faire une histoire quand même brève des archives gays du Québec, elles ont été fondées en 1983 par Jacques Prince et Ross Higgins. Donc, je vais voir si je peux montrer des petites photos. Donc, voici Jacques. Le plus petit, c'est Jacques. Et Ross, c'est le plus grand. Donc, Jacques, à ce moment-là, il étudiait en bibliothéconomie. Ross, lui, s'intéressait à l'histoire de la communauté gay et lesbienne à Montréal. Puis, ça faisait déjà 10 ans que les archives gays et lesbiennes de Toronto avaient été fondées. Donc, ils ont été fondées en 1973. Puis, Jacques et Ross, ils étaient bénévoles à l'Androgyne, à la librairie L'Androgyne, qui était pendant longtemps la première et pendant longtemps la seule librairie gay et lesbienne à Montréal. Donc, ils ont fait partie du collectif à cet endroit. Puis, ils se sont dit, ben, comment ça se fait que nous, on n'a pas amassé de documents, alors qu'à Toronto, oui. Si on ne le fait pas, nos documents vont se ramasser là-bas, ce qui n'est pas tout à fait pertinent, parce qu'on a quand même notre propre culture et notre propre langue au Québec. Donc, ils ont décidé de commencer à amasser des documents. Ça a commencé surtout avec leurs propres documents à eux, puis ceux de leurs amis. Et le premier fonds d'archives qu'ils ont pu avoir, c'est celui de l'Androgyne. Donc, au début, c'était dans l'appartement de Ross. Donc, ça avait l'air de ça. C'était dans les étagères. Donc, il n'y avait pas, bon, c'est sûr qu'il n'y avait pas énormément de choses pour commencer, mais très vite, ils ont vu qu'il manquait d'espace. C'est un classique pour les centres d'archives. Puis, ils ont acquis le fonds d'archives de Alan Beestone, qui est un photographe montréalais. Donc, ça a été une autre acquisition assez importante dans les années 90, il me semble. Ils ont déménagé en 93. Oui, ça, c'est juste une petite photo dans un défilé. Ils ont déménagé en 93 sur le boulevard Saint-Laurent. Donc là, on ne voit pas, c'est la seule photo que j'ai trouvée, en fait, du boulevard Saint-Laurent. On ne voit pas énormément, mais c'était déjà une progression parce que là, on avait des étagères vraiment pour des boîtes d'archives. Donc, déjà, c'était une amélioration. Ensuite, en 2013, ils ont déménagé au 1000 à Tatéken, qui est la même bâtisse que présentement. Donc, on voit, moi, je trouve ça drôle parce qu'en temps de COVID, on se dit, ben là, ça fait bizarre de voir autant de monde proche comme ça, mais ça, c'était l'année passée.
Donc, on avait reçu des artistes. C'était en bas. Donc là, aujourd'hui, on a déménagé. En fait, c'était l'été passé, on a déménagé. Donc, c'était en progression. Moi, quand je faisais mon stage, j'ai aidé au déménagement, en fait. Fait que là, on est rendu dans le local que je suis en ce moment, qui est encore une énorme amélioration. Donc, on a beaucoup plus de place. Donc, c'est ça. J'ai fait un petit topo. Je pense que je vais laisser Laure continuer. Avant que Laure continue, j'ai une petite question sur cette photo-là. C'est-tu les boules qui étaient sur la rue Sainte-Catherine? Oui, on les a acquis. Oui, ils nous ont donné une ligne de chaque couleur. Mais là, nous autres, on avait compris, OK, une ligne, on ne pensait pas en avoir autant, mais là, les autres, ils nous ont donné vraiment une ligne de chaque nuance de couleur. Fait que là, on s'est ramassé avec plein de sacs de boules. On en a installé pour décorer, puis en même temps, montrer de quoi ça avait l'air. On s'est dit, on va faire l'arc-en-ciel avec. Puis le reste, ben, on met ça dans notre entrepôt. On veut quand même les conserver à long terme pour les autres. Donc, Laure, c'est à toi. Hein? Fabien, veux-tu arrêter le partage pour que Laure puisse se présenter? Bonjour. Bon, alors moi, je vais aller plutôt dans un parcours personnel qu'un parcours professionnel. Professionnellement, j'ai fait des études en littérature et en langue. J'ai travaillé en traduction. J'ai travaillé aussi pas mal dans le communautaire et fait du bénévolat dans le communautaire LGBT et féministe. Mais je trouve il me semble que mon parcours personnel est plus intéressant en ce qui a d'archives que mon parcours professionnel. Donc, je vais plutôt aller par là. Je suis un petit peu plus âgée que Fabien, j'ai 49 ans. Ça veut dire que je suis née après la Révolution tranquille, puis après la décriminalisation de l'homosexualité au Canada, puis quelques années avant que l'homosexualité soit retirée des manuels de diagnostic en santé mentale en 1973. Je suis donc la première génération de gays et lesbiennes, en tout cas, qui ici, en tout cas, a grandi dans une société où l'homosexualité était plus soit une maladie, soit une perversion, soit etc. Mais j'ai quand même grandi à une époque où l'homosexualité, surtout féminine, était vraiment invisibilisée. Et ça a pris longtemps avant que je comprenne que j'étais lesbienne, en fait, parce que il n'y avait pas de modèle. En même temps, les jeunes actuellement diraient la même chose, mais en tout cas, je rencontre assez régulièrement des jeunes lesbiennes qui disent exactement la même chose, qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas où sont les lesbiennes, etc. Mais dans les années 80, dans les médias, à la télé au Québec, des lesbiennes, ça n'existait pas. Pourtant, le mouvement féministe a été assez fort au Québec, il était présent, on le voyait, mais une femme, ça pouvait... C'était relativement nouveau. Une femme, ça pouvait décider de vivre seule, mais de partager sa vie avec une autre femme, c'était comme une option qui n'existait pas vraiment. Ou en tout cas, certainement elle existait, puisqu'il y a des femmes qui, à l'époque, vivaient comme ça, mais on ne les voyait pas. Et donc, je pense que comme beaucoup de filles de mon âge, je ne savais pas où étaient les lesbiennes. Quand j'ai finalement trouvé une communauté lesbienne à Montréal, j'ai découvert que, en fait, les années 80, ça avait été une période très active dans la communauté. Et en fait, parce que ici, comme en France, comme aux États-Unis, c'est une époque où les lesbiennes se sont constituées en mouvement autonome, puis il s'est passé plein de choses. Il y a eu plein de groupes, d'associations, de revues, de lieux pour les lesbiennes qui se sont créés dans ces années-là. Et c'est aussi à cette période-là que les archives dont je vais vous parler ont été créées. En ce moment, on s'appelle Archives lesbiennes du Québec. On existe sous ce nom-là depuis janvier 2017. Mais en fait, le collectif qui forme les archives en ce moment, il s'inscrit dans une belle lignée d'archivistes militantes qui ont donc commencé au début des années 80. En janvier 83, il y a 4 lesbiennes qui se réunissent pour la première fois en se disant on aimerait ça créer des archives lesbiennes, un peu les mêmes raisons que Fabienne nous donnait, c'est-à-dire on a peu de traces de ce qui s'est passé avant nous. On a plein de documents qu'on va perdre parce qu'à l'époque, les archives institutionnelles ne sont pas vraiment intéressées à collecter ces documents-là. Et puis, on veut y avoir accès, on veut garder accès pour la communauté à ces documents-là. Donc, ces premières filles se réunissent en janvier 83. Elles décident de fonder un organisme qui s'appelle les Archives lesbiennes Traces. Puis, quelques mois plus tard, en avril 83, elles vont, en fait, elles trouvent un lieu pour avoir une certaine présence publique. Et les archives, en fait, s'installent dans un lieu qui s'appelle la KNA,
qui est situé, qui était situé, parce que ça n'existe plus, je vais vous montrer une photo d'ailleurs, qui était situé, attends, je ne les vois plus. Attends un petit peu, voilà. Partager l'écran. Voilà. Donc, ils sont situés, elles s'installent donc à la Caena. C'est donc c'est un lieu semi-privé. En fait, c'est un appartement. Et il y a une partie de l'appartement qui sert de café-restaurant. C'est tenu par 2 lesbiennes. Et les archives s'installent là. Elles vont avoir une permanence une fois par semaine. Donc, il y a une certaine existence publique de ces archives et des activités qui sont organisées pour les diffuser. Bon, ce premier collectif-là, évidemment, ramasse des documents d'un peu partout, contacte des maisons d'édition, des groupes, etc. pour ramasser tous ces documents-là. Et puis, c'est beaucoup de travail, et puis c'est tout bénévole. Assez rapidement, ce collectif-là s'essouffle. Puis, à la fin de l'année 84, les archives se retrouvent dans l'appartement d'une personne qui va les entreposer en attendant qu'il y ait un nouveau collectif qui se forme pour s'en occuper. En 85, il y a un nouveau collectif qui se crée. Et le 14 novembre 86, les archives s'installent dans un nouveau local à l'école Guilford. Puis je pense que ça vaut la peine que je vous dise un mot de l'école Guilford parce que c'est un lieu super important pour la communauté lesbienne à l'époque. En fait, l'école Guilford, c'est une ancienne école primaire qui est située coin Guilford et de Lorimier. Et pendant 10 ans, donc de 84 à 94, il y a, en fait, ce lieu-là et le rez-de-chaussée et le sous-sol de l'école sont loués par un collectif de groupes de lesbiennes et d'individus lesbiennes. Et ça sert en fait de centre culturel, de centre communautaire pour les lesbiennes à l'époque. Et il y a notamment le local des archives. Alors ça, je vais vous montrer aussi une image. En fait, pas du local lui-même, dont je n'ai malheureusement pas de photo, mais de l'affiche, en fait, de l'ouverture officielle des archives dans ce local-là. Alors, partager l'écran. Voilà. Donc ça, en fait, là, ce que vous voyez, c'est sur la plateforme History Pin. Vous voyez ici en haut. Et donc, on a créé un certain nombre de fiches sur différents lieux lesbiens à Montréal. Donc, celui-là sur l'école Guilford. Donc, vous avez la fiche. Puis après ça, vous avez un petit texte qui explique ce que c'était l'école Guilford. Ben, je vous invite à aller voir. Il y en a d'autres, en fait. On a fait pour le moment, on a fait une dizaine de lieux. On va probablement en faire plus que ça. Donc, vous pouvez aller explorer tout ça. Donc, les archives s'installent à Guilford à la fin de 86, le 14 novembre. Et puis jusqu'à la fermeture de Guilford, en fait, elles seront là. Et il y a plein d'activités. Donc là aussi, je pourrais vous montrer des affiches, mais peut-être on fera ça plus tard. Mais bon, elles organisent il y a une permanence déjà, une fois par semaine. Elles organisent des rencontres avec des auteurs, des films, des événements bénéfices, évidemment. Donc, il se passe plein de choses à ce local-là. En 94, quand Guilford ferme, les archives se retrouvent de nouveau dans des lieux privés, donc dans l'appartement de quelqu'un. Et elles vont rester là jusqu'au début des années 2000. Elles vont déménager plusieurs fois, donc le classement a été un peu chamboulé, on va dire ça comme ça. Et en 2001, les archives finissent par emménager dans un tout petit local au centre communautaire LGBTQ+, sur la rue Plessis. Elles sont encore là. C'est un local qui est vraiment trop petit pour nos besoins. En fait, c'est plus un local d'entreposage, on va dire, qu'un local où on puisse vraiment travailler ou recevoir des gens, tout ça. Dans la dernière année, on a fait un grand ménage. Au moins, maintenant, on peut marcher dans le local entre les boîtes, mais ça reste beaucoup trop petit pour ce qu'on a. Et donc, voilà, depuis 2001, les archives sont là. Pendant plusieurs années, elles ont été entreposées, en fait, dans ce local. Ça fait depuis 2016, en fait, qu'il y a une équipe qui s'est remise autour des archives et qu'on travaille et qu'on fait des trucs et qu'on a reclassé et qu'on essaie de faire vivre ces archives-là, notamment par des activités comme aujourd'hui, mais bon, on a présenté un film l'automne dernier, il y a History Pin qu'on est en train de développer. Enfin bref, on fait différents trucs pour essayer de les faire diffuser parce qu'en fait, l'intérêt de ces archives-là, c'est de faire connaître l'histoire de la communauté, je trouve. Donc, voilà.
Merci, Laure. Et pour votre information, j'ai partagé le History Pin des archives lesbiennes dans le chat, donc vous pouvez utiliser ce lien-là pour les explorer. J'avais une première question pour vous deux, mais là, je viens d'en recevoir une qui est encore plus intéressante pour commencer. Elle est, quelle est la différence entre les archives gays et les archives lesbiennes? Donc, je vous laisse répondre. Ben, je sais pas, je pense que nos missions sont quand même assez similaires. Nous, on essaie de rejoindre, comment je pourrais dire, la diversité vraiment dans son ensemble. Peut-être que pour les archives lesbiennes, c'est vraiment plus centré sur les lesbiennes. Je sais pas, Laure, si tu as d'autres explications. Moi, je n'étais pas là à la création des organismes, donc ça aide pas. Là. En fait, je pense que effectivement, à la création des archives lesbiennes, il y a vraiment un désir d'avoir des archives autonomes. On est à une période où les lesbiennes non seulement essaient de créer un mouvement autonome parce que, bon, d'une part, dans le mouvement féministe, on ne veut pas trop voir les lesbiennes parce que ça déteint sur le mouvement, c'est pas une bonne image de montrer les lesbiennes. Du côté des gars, ben, je veux dire, des groupes LGBT, ben, c'est des LGBT, c'est des gars souvent, et ben, mine de rien, même si, bon, par exemple, Ross, que je connais, est super sweet, là, ça reste que on n'est jamais mieux servi que par soi-même, en fait, je dirais, j'aurais envie de dire, le vieil adage. Et donc, les filles se disent, bon, ben, on veut créer des archives. Puis encore maintenant, tu sais, il y a plein de choses pertinentes pour les lesbiennes aux archives gays, là. Ça m'arrive souvent d'envoyer du monde en disant, ben, tel truc, vous allez le trouver aux archives gays. Mais, puis c'est pas de la mauvaise volonté de leur part, mais dans certains cas, ils ne savent pas nécessairement exactement qui ont tel truc ou que tel document va être là ou que dans l'histoire des lesbiennes, cette affaire-là est importante ou intéressante. Et c'est inévitable, je pense, parce d'abord, il y a beaucoup de stock, puis on a les deux communautés, même si maintenant, il y a une certaine tendance, enfin, je dirais depuis le milieu des années 90, les mouvements militants sont beaucoup mixtes dans la communauté LGBT. Il en reste pas moins que nos expériences sont quand même pas exactement les mêmes. Nos réseaux sont pas exactement les mêmes. Donc, je pense qu'il reste une certaine pertinence quand même à avoir les deux. Mais effectivement, même du côté des archives lesbiennes, ça s'appelle archives lesbiennes, mais dans les faits, même au départ, c'était plus large que ce qu'on pourrait dire lesbienne. Je veux dire, on a des trucs qui sont des histoires. Tu sais, le premier fait divers qui concerne les lesbiennes au Québec, enfin en tout cas qui a été utilisé en histoire lesbienne au Québec ou qu'on raconte en histoire lesbienne au Québec que je connais, c'est une histoire trans en fait. C'est une femme qui s'est fait passer pour un homme dans une usine d'armement pendant la Deuxième Guerre mondiale pour avoir un meilleur salaire. Puis après, ben, on n'a aucun accès à l'autodéfinition de cette femme-là. Est-ce qu'elle se considérait trans? Est-ce qu'elle se considérait lesbienne? En fait, son histoire a été connue parce qu'elle a marié une autre femme, puis que ça a été découvert et qu'elle a été poursuivie pour ça, pour fraude d'identité et tout ça. Mais, tu sais, est-ce que nous, on a des articles de journaux à sensation, puis on a des comptes rendus d'audience en cours, mais on ne sait pas est-ce qu'elle se considérait trans, est-ce qu'elle se considérait même lesbienne ou est-ce qu'elle a juste voulu marier une autre femme parce que là aussi ça leur donnait un meilleur salaire du fait d'être mariée, on n'en sait rien. Mais il n'empêche que pour plein de filles, en fait, pour plein de lesbiennes, les femmes qui sortent un peu de la traque, on se marie, on a des enfants, on est hétéro, blablabla, ça reste au moins des anecdotes intéressantes et souvent des modèles aussi. Donc, pour continuer sur cette lignée, on nous demande comment sont-ils complémentaires, donc les deux fonds d'archives. Je crois que tu as répondu un peu, Laure, mais est-ce que tu veux parler un peu plus là-dessus? Pour la complémentarité des deux. Ben, tu vois, j'ai un super bon exemple, puis j'ai même les photos de ça. Par exemple, nous, ben, je pense que les archives gays aussi, nous, on garde non seulement des documents papier, mais on garde aussi des artefacts. Mm-hmm. Et par exemple, j'ai réalisé il y a 2-3 ans par
hasard, en fait, parce qu'une chercheure regardait ces trucs-là chez nous, qu'on a, on a donc des bannières, des t-shirts, des trucs comme ça, et on a notamment une bannière qui a été utilisée dans une manif féminine, enfin, une manif du 8 mars, en fait, en 83. C'est à ma connaissance, en tout cas, la première manif où les lesbiennes ont formé un contingent séparé dans une manif féministe. Et on a cette bannière-là. J'en ai une photo qui n'est pas très bonne, mais je vais vous la montrer pareil parce que c'est amusant. Donc, voilà. Et... J'aime bien la hache. Voilà. On voit que c'est du fait maison, bricolé, etc. Là, on ne voit pas bien, mais quand on est plus près, on voit que c'est un drap, en fait, qui a été récupéré, qui a été peinturé, décoré, tout ça. Mais bon, cette bannière, donc, on l'a aux archives. On en connaît un peu l'histoire, comme je dis, puisqu'on sait qu'elle a été utilisée dans cette manif-là, puis probablement dans d'autres après. Mais aux archives lesbiennes, pour le moment, parce qu'on a plein de stocks qui n'est pas nécessairement non plus répertorié encore, on n'en a pas de photos en cours d'utilisation. Et en fait, comme je disais, j'ai découvert il y a quelques années qu'il y a une, mais même plusieurs photos de ça aux archives gays. Là, elle est toute petite, puis je ne sais pas si je peux l'agrandir. Je ne sais pas si vous la voyez bien. On la voit bien, oui. C'est ça. Donc, on voit la photo utilisée dans une manif. C'est une photo qui, d'après ce que j'en sais, qui a été prise par Ross. Et c'est une photo qui se trouve aux archives gays. Donc, voilà, c'est le genre de truc, bon, ben, c'est anecdotique, mais oui, il y a des complémentarités quand même, puisqu'il y a des choses qui se sont retrouvées aux archives gays, ou enfin bref, qu'on peut se partager, où on peut se référer les uns aux autres, disons. Moi, c'est sûr que comme ça m'arrive, des fois, on reçoit des demandes pour l'histoire des femmes lesbiennes au Québec. Puis, tu sais, nous autres, on a des petites choses, mais souvent, je les réfère aux archives lesbiennes parce que je me dis que probablement vous avez plus de connaissances, en tout cas que moi, évidemment, tu sais, mais vous avez plus de connaissances, plus de stock quand même pour ces personnes-là qui cherchent des choses sur l'histoire des lesbiennes au Québec. C'est ça, on a des petites choses, mais puis encore là, c'est aussi une question, nos fonds, est-ce qu'ils sont tous traités? Non. Fait que là, il y a peut-être des choses dans les fonds qu'on ne sait pas qu'on a. C'est des choses qu'il faut vérifier. Puis au fil du temps, on va découvrir qu'on avait certaines affaires qu'on ne savait pas. Mais là, Laure, tu avais parlé de la bannière puis de photos. Est-ce que vous voulez parler un peu des choses que vous collectionnez, donc vos collections, de quoi qui ont l'air? Oui. Est-ce que tu veux commencer, Laure? Comme tu veux. Comme tu veux. Je pense que tu as plus de photos que moi, mais tu peux y aller pareil. Pas vraiment. Vas-y, Fabien. Je vais faire une courte description. Là. En gros, on a plus que 200 fonds d'archives. Qui proviennent de personnes d'organismes LGBTQ+. Bon, là, c'est sûr qu'il nous manque certaines choses sur les queers, il nous manque certaines choses sur les personnes trans, il nous manque certaines choses sur les personnes bisexuelles. Il y a des lacunes à quelque part. Mais parmi tout ça aussi, on a des collections, on a à peu près 1000 titres de périodiques, on a 2000 livres. Là, encore là, c'est des chiffres que j'ai tirés de l'année passée. Là, ça se peut que ça soit plus élevé que ça. Là. On a quand même beaucoup d'affiches, au-dessus de 50 000 photos, donc pas mal de documents audiovisuels, des œuvres d'art aussi, des objets. Donc, si je peux montrer quelques photos. Je vais juste en ouvrir une en premier. Donc, ça, c'est tiré du magazine Sortie, qui était une revue assez populaire. Je me souviens pas quand ça l'a terminé, par contre, mais c'était dans les années 80. Donc, on voit Jean Gilda qui était une célèbre travestie qui faisait des spectacles. Donc, ça, c'est drôle. Je ne sais pas si toi, tu l'as, Laure, mais moi, je trouve ça drôle. C'était en 65, donc l'homosexualité en progrès. Ces deux femmes sont des homosexuels déguisés, donc une menace pour nos enfants. Moi, j'ai trouvé ça vraiment hilarant quand j'ai vu ça. Mais on a plein d'exemples comme ça. Là, ensuite, comme objet, on a l'enseigne du Taureau d'Or, qui était un bar. Ça a commencé en 67, durant l'expo. Ça a été plus gay après l'expo.
Donc, on a acquis l'enseigne qui est à l'intérieur, en fait, c'est à l'intérieur du taureau. C'est quand même assez particulier, c'est assez lourd et gros, ça prend bien de la place. On a beaucoup de photos comme celle-là, ça fait partie de mes coups de cœur. C'est tiré du fond de Michael Hendricks, qui a beaucoup œuvré dans plein d'organismes au niveau du sida. Donc, c'est une photo qui montre une manif de ACT UP Montréal. On a aussi du même fond, ça c'est un dead-in qu'il appelle, donc il dessinait des corps sur le sol comme s'ils étaient décédés du sida. Donc c'est assez puissant, je trouvais que c'était des très belles photos. On a le livre de bord du FLH, Front de libération homosexuelle. C'est, je sais pas, à ma connaissance, c'est le première organisation homosexuelle à Montréal, je sais pas du Québec, mais à Montréal, qui est née en 71, il me semble. Donc, c'est la première ouvertement homosexuelle. Donc, un livre de bord qui est assez précieux pour les archiviers du Québec, qui est très fragile aussi. C'est très particulier parce que c'est un mélange de dessins, de poèmes, en tout cas, il y a plein de... C'est assez drôle, puis le fun à consulter. On a des peintures, des croquis de Peter Flinch, qui était un artiste peintre, entre autres. Donc, ça encore, ça fait partie de mes coups de cœur parce que j'ai vu tous les livres de croquis qu'on a, puis c'est magnifique. C'est des œuvres... Les croquis sont des œuvres, là, carrément. Donc, ça, c'est encore Peter. Ça, c'est la Gender Review. Les seules affaires trans qu'on a, c'est des petites choses comme ça. C'est un bulletin de la FACT qui était une des premières organisations trans au Canada. Dans les seules petites affaires qu'on a, c'est ça, malheureusement. Donc ça fait juste un petit tour, mais on a plus de choses que ça, mais ça fait partie des affaires que moi, j'apprécie particulièrement. Je ne sais pas si tu voulais continuer là-dessus. Oui, par contre, il faut que tu arrêtes oui, ton partage. Faut que j'arrête. C'est bon. Bon, alors moi, j'ai des photos, mais les photos que j'ai, ça va être des photos d'affiches parce que nous, en ce moment, spécial COVID, on n'a pas accès à notre local, puisque notre local se trouve à l'intérieur du local d'un autre organisme, donc on est coincé un peu pour le moment. Fait que j'ai des photos d'affiches parce que ça, j'avais une sauvegarde sur une clé USB à la maison. Mais pour le reste, je vais vous en parler, mais je ne pourrai pas vous en montrer. Alors nous, on a bon, des archives de groupe. Par exemple, l'école Guilford dont je vous parlais tout à l'heure, on a les archives de ce groupe-là, on a des archives des comités d'organisation des journées de visibilité lesbienne. On a les archives des comités des archives lesbiennes eux-mêmes, mais enfin, de plusieurs groupes. Là, il y en a sûrement qui ne me viennent pas à l'esprit, mais il y en a d'autres que ceux-là. On a un peu d'archives d'individus aussi. On a aussi une bonne collection de périodiques. On a à peu près, enfin, plus de 200 titres en anglais et en français. Les titres québécois, évidemment, mais aussi des titres internationaux, notamment des titres en français, les revues françaises de France, enfin de l'Europe francophone, on va dire. Et donc, on a par exemple, j'ai pas de photos et je trouve ça vraiment dommage, mais je vais vous en parler pareil. On a donc, par exemple, Long Time Coming, qui est la première revue lesbienne au Québec et même au Canada, à ce que je sache, qui date de 73 à 75, je crois. J'aurais dû les noter, les dates, mais je ne l'ai pas fait. Fait que je vous dis ça et je me trompe peut-être de quelques années, mais en tout cas, ça donne une idée pareille. On a Sourcière, qui est la première revue lesbienne, même si elle n'est pas identifiée comme telle au Québec. Ça, c'est tout début des années 80. On a Ça s'attrape, qui est un journal format tabloïd qui était distribué aussi début des années 80. On a Amazonière lesbienne d'aujourd'hui. On a 13. On a L'Évidente lesbienne. Ça, c'est pareil, années 80, un truc que moi, je trouve très intéressant. Et en fait, c'était des... Je ne sais pas comment on pourrait expliquer ça. C'est différentes personnes qui créaient, donc soit des articles, soit des textes poétiques, soit des images, etc. Et chacune amenait un certain nombre de copies de sa création, puis c'était assemblé et en fait, il faisait quelques exemplaires de plus que pour les participantes, mais pas des masses. Et c'est toujours des trucs assez fascinants à regarder parce que, en tout cas,
il y a un imaginaire là-dedans qui est exploré, en tout cas personnellement, je trouve fascinant. On a des petits bulletins. Par exemple, il y a un petit bulletin qui s'appelle l'Africacé, pareil, années 80, qui est un truc qui a été fait par des lesbiennes en région, je pense que c'est le lac Mégantic, ou en tout cas dans ce coin-là. C'est un petit bulletin, c'est des feuilles 8,5 par 11 pliées. Pareil, c'est fascinant quand tu regardes ça, tu te dis waouh, il y a plein de choses là-dedans intéressantes, il y a des dessins, il y a toutes sortes de choses. On a aussi des documents audio et vidéo. On a par exemple des enregistrements d'émissions radio lesbiennes, par exemple Interférence lesbienne, des enregistrements, il y a eu plusieurs chorales lesbiennes à Montréal aussi. On a des enregistrements de spectacles des chorales, on a des enregistrements d'ateliers d'ateliers, par exemple, il y a eu, par exemple, à un moment donné, des débats entre lesbiennes féministes et lesbiennes radicales. Ça s'appelle « Si la chicane vous intéresse ». On a des enregistrements de ça. Bref, toutes sortes de choses. On a des livres aussi. Principalement des livres, pas principalement, on a gardé les livres publiés au Québec ou au Canada qui concernent les lesbiennes, puis quelques classiques dont on sait qu'ils sont maintenant out of print, puis que donc ils sont difficilement trouvables. On a des artefacts, comme je vous disais tout à l'heure, des bannières, des macarons, des t-shirts, des cartons d'allumettes, des affaires de même. Et puis on a une collection d'affiches aussi. Ça, comme je disais, j'en ai quelques-unes. Je vais juste vous en montrer quelques-unes pour le plaisir de vous montrer des images. Fait qu'on les fait plus ou moins en désordre. Dans l'ordre ou dans le désordre, c'est pas très grave. Donc, par exemple, celle-ci. Donc, c'est un événement 79. Après ça, il faut que je ressorte à chaque fois. Ça c'est les années 82 ou 83. Ah, zut, non, c'est la bonne, ok. 83, je crois. Parce que 82, excusez-moi. Donc, c'est Halloween 82. Après, ça, je ne sais pas s'il va sortir comme il faut parce qu'elle est grande, mais je vous la montre pareil puisque je la trouve belle. Donc, des événements. Ça, c'est années 80 aussi. Je n'ai pas noté la date exacte. Après, il y a des trucs amusants et dont je ne sais rien sinon cette affiche, par exemple, ce truc-là. Donc voilà, c'est juste pour vous donner un peu une idée des trucs qu'on a. Donc voilà, pour ce qui est des collections. Puis bien évidemment, même chose que disait Fabien, il y a des trous dans nos collections. Il y a notamment, on a beaucoup de choses des lesbiennes, enfin au début, on a beaucoup de choses et francophones et anglophones, parce que les anglophones et les francophones ont quand même pas mal travaillé ensemble au tout début. Après ça, effectivement, les anglophones, on en a moins de traces. On n'a pas beaucoup de traces, en tout cas à ce que je connais, parce que comme aux archives gays, on a pas mal de fonds qui ne sont pas vraiment traités. On n'a pas beaucoup de traces des lesbiennes qui ne sont pas blanches, on va dire, faute d'un meilleur terme. Et pourtant, c'est certain qu'il y en avait à Montréal aussi. Voilà, c'est sûr qu'il y a plein de trous et c'est déjà recueillir des souvenirs des lesbiennes, c'est pas si simple. Enfin, maintenant, ça semble aller de soi, mais il n'y a pas si longtemps, quand une lesbienne décédait, sa famille faisait disparaître toutes les traces qu'on pouvait avoir, donc c'était pas simple de récupérer. Et du coup, c'est sûr qu'on a plein de trous, mais cela dit, on est toujours ouverte à en ramasser s'il y a des gens qui ont des choses à nous donner. Okay. Oui, bien justement, on avait une question là-dessus. Est-ce que vous acceptez des dons et qu'est-ce qu'ils devraient faire pour vous les acheminer, justement? OK. Ben là, évidemment, en temps de COVID, c'est un petit peu plus spécial. C'est sûr personnellement, ici, on recommande d'attendre un peu, si possible, juste pour faciliter les choses, parce que nous, il faut qu'on le mette en quarantaine. Quand on le reçoit, il faut vraiment qu'on le mette dans une pièce isolée et qu'on ne touche pas pendant 3 jours. Mais autrement, juste nous écrire simplement par le site web ou à agq@commercialvideotron.ca. Donc, juste nous écrire, nous dire ce que vous avez.
Puis nous, on peut, après ça, voir est-ce que c'est des choses qu'on a déjà, ou etc. Puis, c'est ça. Je sais pas pour toi. Là, c'est en ce moment. La réponse va être à peu près la même, sauf que l'adresse va être différente. Oui, c'est ça. Mais oui, non, c'est ça. Nous aussi, le plus simple, c'est de communiquer avec nous, donc soit par courriel, soit nous, on n'a pas de site web autonome, mais on a une page Facebook Archives lesbiennes du Québec, donc vous pouvez nous trouver assez facilement par là. Puis sinon, comme je disais, on est hébergé au centre communautaire LGBTQ sur la rue Plessis, donc vous pouvez aussi appeler au centre communautaire puis laisser un message pour les Archives lesbiennes. Ils nous font les messages. Mais effectivement, à l'heure actuelle, un peu compliqué d'accueillir des nouveaux documents puisqu'on n'a pas accès à notre local. Mais OK, vous n'avez toujours pas accès à votre local. Tu vois, en fait, on y a accès une personne à la fois sur rendez-vous avec masque, etc. Donc, c'est un peu compliqué. Mais s'il y a des trésors qui attendent un nouveau lieu, on trouvera des solutions. Oui, non, c'est clair. Nous autres, on a eu des demandes récemment, puis on s'arrange, là, tu sais, on s'arrange avec les J'ai une autre question anonyme, mais avant ça, avant que mon ordinateur plante, Lino avait demandé si vous avez des archives dont vous êtes particulièrement fiers dans vos collections. Comme j'avais mentionné, moi, je parle pas nécessairement pour moi, là, je parle plus pour Jacques Prince, qui est le président, mais aussi un des fondateurs. Eux, c'est vraiment le journal de bord du FLH qui est comme très, très précieux. Ça fait partie de leur trésor. Moi, disons que c'est pas... je le trouve très beau, c'est sûr, c'est vieux, ça a une valeur sentimentale et historique, là, mais c'est pas un coup de cœur à moi. Moi, c'est plus comme ce que j'ai montré, là, les croquis de Flinch ou des photos plus expressives de manifestations. C'est plus ça que je trouve attirant à l'œil. Mais sinon, c'est ça. C'est le FLH, le journal de bord, c'est comme vraiment leur grosse pièce d'archives. Ouais. Moi, je vais parler pour moi. Mm-hmm. Parce qu'en fait, je n'ai pas pensé à consulter ma gang pour qu'on me dise « Ah oui, c'était le truc, notre coup de cœur collectif ». Moi, je dirais, mais parce que j'ai été pas mal impliquée aussi dans des magazines lesbiens et tout ça quand je suis arrivée dans la communauté. Mais je suis assez... Enfin, j'étais super excitée de voir Long Time Coming, par exemple, quand j'ai vu qu'on avait ça, puis de le regarder, puis de voir qu'est-ce qu'elles ont fait à l'époque, tu sais, genre 15 ans avant que, même plus que ça, avant que moi je commence à m'intéresser à faire un média lesbien. Mais c'est ça, il y a des choses amusantes. C'est pareil, il y a quelques mois, j'ai une connaissance qui lit le tarot. Et quand je savais qu'il y avait eu d'autres avant elle dans la communauté lesbienne qui faisaient ça, et quand j'ai montré une publicité justement d'une fille qui lisait le tarot je ne sais plus dans quelle revue c'était, je pense dans 13. Mais c'est ça, je pense que trouver des échos à ce qu'on est nous, à nos histoires, c'est toujours... Il y a un côté sentimental ou en tout cas personnel qui est amusant, là. Mais voilà. Pour continuer un peu sur l'histoire des dons, Nicole demande « Est-ce que les archives lesbiennes sont intéressées à recevoir des liens de livres électroniques? » Ah, grande question, puis ça nous permet peut-être aussi d'aborder la question de l'archivage des documents électroniques. Parce que effectivement, j'imagine que c'est la même question aux archives gays. Moi, si je regarde dans nos collections, depuis le milieu des années 90 à peu près, bon, OK, les archives lesbiennes étaient plus ou moins actives à l'époque, mais on a beaucoup moins de documents papier parce que les groupes ont des sites web, les annonces d'événements, ça se fait en ligne, tout ça, et donc on a les traces papier sont moins importantes qu'avant. Et en même temps, on n'est pas vraiment équipé pour... en tout cas, nous, aux archives lesbiennes, on aimerait, on a un rêve, mais on n'est pas vraiment... on a un rêve, mais on n'est pas vraiment équipé pour archiver les documents électroniques. Et d'ailleurs, c'est quelque chose sur lequel il va falloir qu'on se penche parce que c'est sûr qu'il y a, comme je dis, maintenant, il y a beaucoup de choses qui se font soit sur le web, soit en format électronique.
et dont on va perdre des traces si on ne les archive pas, parce que les formats changent tellement vite qu'à un moment donné, même les personnes qui les ont créés ne sauront plus les lire sur leurs nouveaux ordinateurs. Donc, oui, c'est quelque chose qu'il va falloir, auquel il va falloir réfléchir. Mais je pense que c'est vrai pour toutes les archives, même la grande bibliothèque, je pense, s'interroge sur comment conserver les traces électroniques. Oui, on commence à le faire, mais oui, c'est encore un enjeu, je pense, pour tous les archives de comment le faire, puis aussi avec les formats qui changent et tout ça. OK, prochaine question. Où est-ce qu'on peut consulter l'inventaire? J'imagine la réponse est différente maintenant pendant le COVID et en temps normal, mais... Oui, nous autres, c'est sûr qu'on ne reçoit pas de personnes ici pour l'instant. Moi, je réponds aux demandes virtuellement. Là. Je peux numériser des choses, etc. Là, mais on ne reçoit pas de gens ici. Puis notre inventaire, disons, qui est plus à l'interne. C'est sûr que sur notre site web, vous pouvez voir la liste des fonds d'archives qu'on a. Si vous allez sur agq.qc.ca, c'est fonds collection. Puis, liste des fonds d'archives, vous allez la trouver là-dedans. Il y a des descriptions de certains fonds qui ont été mises dessus parce que c'est des fonds qu'on a traités puis qu'on a fait la description. Des plans de classification, il y en a un petit peu aussi. Mais overall, c'est sûr que c'est mieux de nous écrire carrément pour avoir plus de détails. Parce que ça, c'est plus utilisé à l'interne, ce qu'on a. C'est dans un avenir proche, on aimerait vraiment ça que ça soit sur un catalogue en ligne, là, mais là, ça, c'est beaucoup d'organisation, des coûts, du travail. Donc, c'est à planifier. Voilà. La réponse va être pas mal la même. Nous, en fait, on n'a même pas un inventaire complet de ce qu'on a aux archives. Il y en a, en tout cas, à ma connaissance, et si je me fie à celle qui était là à l'époque, il y en a déjà eu un à l'époque où les archives étaient à l'école Guilford, donc fin des années 80. Pour le moment, on n'a pas réussi à remettre la main dessus. Donc, il doit être quelque part dans une boîte que nous n'avons pas encore traitée. Et de toute façon, c'était un inventaire format papier. Là. Il n'y a pas de format électronique à ce qu'on sache. Nous aussi, c'est un rêve d'avoir un jour une belle base de données électronique et tout ça, mais c'est des coûts, du temps, tout ça. Donc, pour le moment, le plus simple, c'est vraiment soit de nous dire, ben moi, je cherche des informations sur tel sujet ou sur telle période, puis de ce qu'on a déjà dépouillé, on sait à peu près ce qu'on a. On a quand même commencé à faire des répertoires justement de ce qu'on dépouille. Maintenant, on se fait un répertoire, mais on a plus de boîtes non dépouillées que de boîtes dépouillées, pour donner une idée. Donc, voilà. Une autre question, autre que bien sûr, vous avez parlé des catalogues électroniques. Quels sont vos souhaits pour l'avenir de vos centres d'archives? Mon Dieu. Ben, il y en a beaucoup, je pense. Ben, c'est sûr qu'on aimerait avoir, ben, j'imagine pour toi aussi, Laure, on aimerait ça avoir un financement plus stable. On a des dons monétaires, on a quand même des donateurs très généreux, il faut le dire. C'est quand même grâce à eux qu'on arrive à fonctionner. Mais on n'a pas vraiment de subvention stable, que ce soit gouvernementale. Donc, ça, c'est comme pas mal le gros morceau là, qu'on aimerait réussir, là, avoir du financement stable. Sinon, ben, je dirais, c'est d'essayer d'être plus représentatif au niveau de la communauté LGBTQ+, donc vraiment d'aller chercher des documents de groupes qui sont pas représentés présentement. Vie spirituelle, par exemple, bon, on n'a vraiment rien là-dessus. Donc, d'aller chercher des choses comme ça, mais en même temps, c'est normal qu'on ne puisse pas acquérir, parce que la plupart des documents qu'on va acquérir, c'est des personnes qui sont soit décédées ou des groupes qui n'existent plus. Donc, il y a un décalage aussi là-dedans qu'il faut tenir compte. Mais c'est ça. Je pense que je te laisse passer. Oui, je pense que nous aussi, le souhait, c'est d'avoir des sous. Nous, en fait, on n'a pas de financement. C'est vraiment les filles qui sont bénévoles aux archives qui financent en ce moment. Mais on n'a aucune subvention. On travaille assez fort. Enfin, il y a au moins une d'entre nous qui travaille très fort depuis
depuis au moins un an à déposer des demandes un peu partout et tout ça. Mais oui, c'est sûr que l'argent, c'est le nerf de la guerre, malheureusement, je sais pas, en tout cas, je sais pas s'il faut qualifier la chose, mais c'est sûr que si on avait plus de sous, on pourrait avoir un local qui a plus de bon sens, on pourrait avoir du matériel pour conserver nos archives, on pourrait avoir du matériel informatique pour faire une base de données plus facilement utilisable. Enfin bref, c'est sûr que ça faciliterait beaucoup notre vie. Mais bon, on est habitué à faire avec des bouts de ficelle dans le communautaire, donc on continue pareil parce qu'on aime ça, parce qu'il y a plein de choses. Il y a quand même un plaisir à avoir accès à toutes ces archives-là, même si les conditions ne sont pas toujours faciles pour faire avancer les choses, mais c'est sûr que ça simplifierait beaucoup la vie. Ouais. Ça permettrait d'avoir des employés aussi. Ben, nous autres, c'est juste des bénévoles, mais si tu as du financement, tu as des ressources humaines qui vont avec. Oui, ça pourrait aussi. Tu as tellement de choses qui vont fonctionner tellement bien si tu as de l'argent. C'est comme, en tout cas. Ouais. Il nous reste 10 minutes. Si vous avez d'autres questions, ça serait le moment. Moi aussi, je vais choisir mes dernières questions. Le temps a filé tellement vite. Est-ce que vous pouvez nous raconter une anecdote de votre centre d'archives? Moi, pas assez longtemps. Ça fait pas assez longtemps. Puis là, en plus, avec la COVID, ça fait des mois que je vois quasiment personne. Ça aide pas même à avoir des anecdotes. On n'a pas de bénévoles en ce moment qui viennent ici, c'est juste les employés. Donc, pour l'instant, moi, j'en ai pas vraiment, malheureusement. Laure, est-ce que tu as une histoire intéressante à nous raconter? Moi non plus, je t'avoue qu'une anecdote, là, comme ça, j'ai pas grand-chose que je pourrais te raconter, mais... OK, je vais trouver une autre question d'abord. Est-ce que vous pouvez parler un peu des projets sur lesquels vous travaillez maintenant? Je commence? Oui, comme tu veux. OK. Ben, moi, en gros, ce qu'on fait en ce moment, on a un stagiaire qui est là, qui étudie en histoire. Donc là, lui, il prépare une exposition virtuelle qui va sûrement être en ligne au mois d'octobre. Si les gens veulent pouvoir la consulter, on va sûrement le diffuser dans nos réseaux. Ça va être quand même assez largement. Vous allez pouvoir le retrouver ça sur notre page Facebook, des choses comme ça. Sinon, ben là, je continue le traitement des fonds. C'est une priorité quand même. Puis là, je retravaille un peu. On a beaucoup de périodiques, mais l'inventaire, et comme il faut que je le mette à jour. C'est toujours des mises à jour qu'il faut faire constamment. On a une base de données, mais elle n'a pas toujours été mise à jour. Là. Fait que, des fois, c'est comme quasiment que je recommence. Pas à zéro, là, mais c'est quand même de la job. Ouais. C'est pas mal ça que je fais en ce moment. Bon, nous, notre... Ben, je ne sais pas si c'est un projet, mais oui, c'est un projet. On voudrait rendre le fonds historique des archives accessible parce que, comme je vous disais, il a déménagé plusieurs fois, tout ça. Et donc, pour le moment, on a des boîtes. On a parfois une idée vague de ce qu'il y a dans la boîte, mais ça reste un peu flou. Et donc, on aimerait bien réussir à savoir ce qu'on a déjà. Et puis, évidemment, après ça, continuer à enrichir nos fonds d'archives. Sinon, c'était une suggestion de BAMQ qui finalement n'a pas abouti, mais HistoryPin, on a beaucoup aimé ça, donc je pense que ça, on risque de continuer à travailler là-dessus. Parce qu'en fait, ça fait longtemps, il y a une de nos bénévoles qui est géographe de formation, ça fait longtemps qu'on se dit qu'on veut faire une sorte de visite guidée sur les traces des lesbiennes à Montréal ou quelque chose comme ça. Pour tout ça, notamment, ça fait longtemps qu'on se disait qu'on pourrait faire ça dans le cadre des promenades de Jane, mais les promenades de Jane, c'est toujours fin de session et comme cette bénévole est prof, ça tombe toujours très mal, mais HistoryPin, c'est une bonne plateforme ou quelque chose d'équivalent. En tout cas, c'est une bonne plateforme pour développer un peu ce contenu-là. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas une promenade en vrai éventuellement quand on sera post-COVID, etc. Ça pourrait être super intéressant. Puis sinon, je pense qu'une des choses qui nous semble importante aussi, c'est un peu de répertorier où sont les fonds lesbiens parce que nos archives à nous sont assez petites, mais il y a des documents ailleurs et ce serait intéressant de savoir qu'est-ce qu'il y a où, parce que ça permet aussi de référer quand les gens cherchent. Puis il reste beaucoup d'archives
comme privé, en fait. C'est-à-dire, même moi, j'ai chez moi une quantité de documents importante, mais il y a des femmes plus âgées que moi qui ont encore plus de documents super importants qu'on n'a pas nécessairement aux archives et qui vont probablement un jour s'y retrouver. Mais ce serait super intéressant de créer une sorte de répertoire de qui a quoi et éventuellement de servir d'intermédiaire parce que dans certains cas, les gens ne sont pas prêts à donner tout de suite leurs archives, mais elles peuvent quand même, ces archives-là, être intéressantes pour des recherches ou pour des projets. Et donc, ne serait-ce que de savoir qui a quoi et d'éventuellement pouvoir mettre en contact les gens qui cherchent des documents avec celles dont on sait qu'elles ont les documents chez elles, ça me semble super intéressant aussi. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas d'autres questions. Donc, c'est moi qui vais prendre la dernière question. Pourquoi vos archives sont essentielles? Oui, ça, c'est une grosse question. On était pas mal d'accord, moi, puis Laure, sur les points à aborder. Tu veux-tu commencer? Moi, je reviendrai avec ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Maintenant, les archives plus institutionnelles sont ouvertes à conserver des trucs LGBT, mais c'est relativement récent. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui ne se trouvent pas dans les archives institutionnelles. Et même les archives institutionnelles plus ouvertes, dans certains cas, les documents LGBT se perdent ou sont mal indexés. Jennifer, tu es bibliothécaire. À la Grande Bibliothèque, si tu cherches un roman où il y a une histoire lesbienne, ça a peut-être changé très récemment, mais en tout cas, il n'y a pas si longtemps, il fallait que tu cherches Amitié féminine. Sinon, oui, en effet. Donc, bon, tu sais, si tu sais pas ce que tu cherches, ça peut être long avant que tu trouves. Puis, tu sais, par exemple, une anecdote, c'est niaiseux, mais l'hiver dernier, je cherchais la thèse de Andrea Hildebrand, qui a écrit, à ma connaissance, la première et pas mal la seule thèse sur l'histoire des lesbiennes à Montréal dans les années 70. C'est une thèse qu'elle a déposée à l'université, à l'UQAM, dans les milieu des années 90. Là, elle était étudiante à peu près en même temps que moi. Évidemment, c'est une thèse universitaire déposée à la bibliothèque de son université, donc a priori, c'est conservé pour toujours et à jamais. Quand j'ai voulu accéder à cette thèse, et pourtant l'UQAM a fait beaucoup est ouverte sur les questions LGBT, il y a un groupe de recherche sur l'homosexualité à l'UQAM depuis longtemps, il y a la chaire sur l'homophobie maintenant, tout ça, c'est pas une université fermée et on veut rien savoir de ces questions-là, au contraire. Mais la thèse en question, elle est perdue. Et on ne la trouve plus. Donc, heureusement, je connais du monde dans la communauté. Comme je disais, on a été étudiantes à peu près en même temps avec Andrea, donc je connais d'autres filles qui étaient étudiantes en même temps qu'elle. Finalement, j'ai réussi à mettre la main sur une copie de sa thèse. Mais voilà, pourtant, dans une grande université, la thèse, elle a disparu. Lynn me dit, il me semble que c'est Lynn, je ne sais plus, mais je pense que oui, le fameux fait divers dont je vous parlais tout à l'heure d'une femme qui s'est habillée en homme et qui a épousé une femme dans les années 40 dans une usine d'armement. Je crois que c'est dans la presse. Alors, je ne sais plus si c'est à la collection chez vous à BNQ ou si c'est à la bibliothèque de l'Université de Montréal. En tout cas, dans l'édition papier de la presse que cette chercheur est allée consulter, les articles avaient été découpés, donc introuvables. Bref, il y a toutes sortes de trucs comme ça où tu te dis, finalement, c'est pas nécessairement une mauvaise chose qu'il y ait des archives spécialisées. Puis même si des fois on est redondant, au moins ça fait que les documents ne disparaissent pas complètement. Oui, mieux redondant que disparu. Voilà. Il y a aussi la question, ça encore là, j'en parlais avec Laure, d'éduquer aussi les gens. Puis on contribue à notre manière à l'homophobie puis à la transphobie, même si même si on n'est pas un organisme de lutte à l'homophobie puis à la transphobie, on contribue en éduquant la société. Nous, en tout cas, moi personnellement, quand j'allais au secondaire, j'ai rien appris sur la communauté LGBTQ, rien. Puis c'est aberrant, c'est juste aberrant qu'on n'apprenne pas ce genre de choses à l'école. Puis je me dis, au moins, on est là pour contribuer à l'histoire, pour nourrir l'histoire, pour la diffuser. C'est une ressource comme, pour moi, c'est incontournable. Il faut qu'on continue ce travail-là. Puis en même temps, on contribue à la recherche aussi dans le domaine, en recevant des gens qui viennent consulter. C'est ça. Oui. Non, c'est très, très important. Donc, on arrive vers la fin. Oui, c'est un beau moment pour arrêter ça. Avant qu'on quitte,
je vais dire premièrement que cette activité est dans le cadre de BANQ est fier et on a plusieurs autres activités qui se passent dans les prochains jours. Donc, je vais juste partager ici. Donc, demain, on a une rencontre avec l'auteur MP Boisvert. On a aussi le visionnement du film Amour interdit. Une des co-réalisatrices va être avec nous pour répondre à vos questions. Samedi, on a une discussion avec des personnes issues de la communauté, mais qui viennent d'autres pays. Et finalement, on va fermer le tout avec Wikifierté pour alimenter Wikipédia, les différents articles du Québec sur des sujets LGBTQ. Donc, un grand merci à Fabien et Laure. C'était super intéressant. J'ai appris plein de choses, puis j'espère que vous aussi. Je vous remercie d'être là avec nous. Donc, merci aussi aux spectateurs. Je pense qu'on va arrêter ça là. Et j'espère vous voir à nos autres activités. Bonne journée à tous. Merci.